Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Christos Doulkeridis. Bonjour. Chef de groupe au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la communauté française, comme on disait autrefois, pour Écolo bien sûr. La rénovation du tunnel Léopold II, c'est une bonne nouvelle pour les Bruxellois ou pas ? Pour les Bruxellois, je ne pense pas. Enfin, c'est surtout pour les nafteurs que c'est évidemment ce tuyau à aspiration de voitures fonctionne. Maintenant, il faut faire des travaux quand tout l'édifice menace de s'écrouler. Évidemment, pour des raisons de sécurité, il faut sans doute avancer dans cette direction. Ce n'est pas vraiment une politique de mobilité un peu intelligente. C'est-à-dire que ça ne rentre pas dans une réflexion qui vise à réfléchir à comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il y ait moins de voitures qui rentrent dans Bruxelles et qui sortent de Bruxelles. Ça faisait partie des voix, des questions qui avaient été soulevées par le parlementaire lors d'un débat au Parlement régional bruxellois. C'était de se dire, c'est un peu un reliquat du tout à la voiture et on pourrait peut-être supprimer ce tunnel-là et le remplacer par des boulevards en surface. C'est votre option ? C'était votre option ? Ça doit rentrer dans un cadre global. On ne peut pas réfléchir au cas par cas parce que si on élimine ce tunnel, si on élimine ce tunnel et qu'on ne change rien par ailleurs, ça voudra dire que tous les véhicules qui arrivaient jusqu'ici viendront dans des rues qui sont beaucoup plus liées à l'habitat, et donc ce ne serait pas une solution. Donc il faut avoir une vue d'ensemble. Je ne crois pas que ça s'inscrive dans une vue d'ensemble, dans une politique. La difficulté, évidemment, c'est qu'une partie des décisions dépend aussi du niveau fédéral. Si on continue à taper dans la SNCB comme le fait le gouvernement fédéral et sa ministre de tutelle, en diminuant les budgets, en fragilisant et en faisant en sorte que les gens dont c'est le métier de faire rouler des trains ne savent pas le faire correctement, ça ne va évidemment pas apporter des alternatives crédibles pour pouvoir se passer de sa voiture quand on peut le faire. Ouais, mais là, en l'occurrence, on avait un tunnel, c'est le plus long de Belgique, il accueille 60 000 véhicules par jour. Tous les Bruxellois connaissent, mais effectivement, beaucoup de nafteurs qui viennent de Flandre l'empruntent. On pouvait le fermer ou on ne pouvait pas le fermer pour avoir une réponse claire et tranchée? Non, j'estime que à l'état actuel des choses, il fallait faire des travaux. Donc il fallait le rénover. Maintenant, ce qu'on attend de ce gouvernement en relation avec les autres gouvernements, c'est qu'il s'inscrive dans une logique qui est beaucoup plus globale. Rappelons-nous, on sort à peine du sommet de Paris sur le climat, où chacun des pays est encouragé à faire des efforts extrêmement importants pour justement diminuer les effets de nos activités sur le climat, sur la planète, c'est-à-dire sur nous, sur notre santé. Si on n'améliore pas les politiques qui sont menées à la mobilité, on ne va jamais y arriver. Ouais. Alors, un des scénarios qui va être étudié par les ministres Smet, donc pour Transport Mobilité, et Van Engel pour le budget, c'est peut-être de faire payer les utilisateurs de ce tunnel. On sait qu'ils ont opté pour un partenariat public-privé, donc avec l'aide du privé. C'est un bon scénario, ça, ou pas? Encore une fois, le péage peut être une solution. On a vu que d'autres villes, à l'échelle européenne ou même dans d'autres pays, ont travaillé dans ces directions. Mais ça se fait dans une réflexion beaucoup plus globale. Ouais. Si on ne met qu'un péage rien que pour le tunnel, ma crainte, c'est que finalement les automobilistes choisissent d'autres voies, rentrent quand même dans Bruxelles et finalement engorgent d'autres voiries qui ne doivent pas l'être. Qui est la crainte du bourgmestre de Québec. Oui, c'est une vraie crainte. Ouais. Ça doit s'intégrer dans une logique beaucoup plus importante. Et ici, on travaille plic-ploc. Je crois que là, la stratégie du ministre Smet, on ne la connaît pas, on ne la voit pas, elle n'est pas lisible, elle n'est pas écolo en tout cas. Donc on attend de lui, je pense qu'il a... Moi, je ne veux pas d'office le critiquer, mais je crois que ce gouvernement doit absolument, au niveau régional, travailler dans une logique beaucoup plus globale. Alors, sommet pour le climat COP21, le sommet de Paris, c'est un bilan satisfaisant ou décevant quand on est un écologiste? Écolo a fait une communication en disant on a sauvé l'espoir de pouvoir, à un moment donné, avoir une action sur le climat. Donc c'est un premier pas. Donc c'est un premier pas qui est indispensable. Et c'est vrai qu'il ne faut pas mépriser le fait d'avoir 198 pays qui sont rassemblés autour d'objectifs communs. Ouais. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, qui a été l'un des artisans de cette négociation, a dit ce matin, c'était aussi une radio française, l'accord de Paris ne règle partout, mais rien n'aurait pu être réglé sans Paris. Oui, c'était une étape indispensable. Maintenant, si vous faites l'addition de tous les engagements qui ont été pris par ces 198 pays, on arrive à un réchauffement climatique de plus de 3%, 3,5%. Ça veut dire qu'on est très loin des objectifs qu'on s'était assignés au départ, qui étaient les plus restreints, c'était 2 degrés. On essayait d'avoir 1 degré. Ça veut donc dire que chaque pays... Le texte final dit quand même que ce sera 2 degrés maximum et on va essayer de se rapprocher d'1,5 degré. Oui, mais si on additionne les engagements qui sont pris actuellement par chacun des pays, on n'arrivera jamais à cet objectif. Donc, ça veut dire que tous les pays doivent être beaucoup plus ambitieux. Ouais. Ça veut dire que la Belgique, à l'instar de ce qu'annonce la France, doit dès aujourd'hui s'inscrire dans des objectifs beaucoup plus ambitieux et ne pas attendre 2020. Ouais. Là, la Belgique n'est pas du tout un pays qui est un pays exemplaire et l'attitude du gouvernement fédéral là-dessus semble vraiment confirmer ça.
il est indispensable de prendre d'autres types d'engagements pour pouvoir aller beaucoup plus loin et plus rapidement. Ouais. Il y a eu une petite manifestation, j'imagine, à laquelle vous avez participé ce matin au Palais de Justice par Écolo. C'était quoi l'idée? L'idée, c'est de faire en sorte que, finalement, il y a eu des décisions qui sont prises au niveau politique. Ce sont des engagements qui sont des engagements envers les autres. Chacun se dit, on va essayer d'atteindre cet objectif. Mais il n'y a pas de sanction. Les Pays-Bas ont entamé une action à l'initiative d'une association en justice. C'est-à-dire qu'on a été en justice sur base de la Convention de l'ONU qui oblige chacun des pays à prendre ses responsabilités par rapport à la protection de cette planète, et donc a obtenu gain de cause aux Pays-Bas grâce à une action juridique. Ça veut dire que écolo, les mandataires écolos... Et donc les mandataires écolos, avec Patrick Duprier, le coprésident d'Écolo, nous avons intenté une action au niveau de la justice pour contraindre les gouvernements à agir en matière climatique. C'est-à-dire qu'on travaille en fait à tous les niveaux. Il faut à la fois maintenir la pression... Vous allez réellement mandater un avocat, réellement déposer plainte? Ça a été fait. Donc l'avocat a été mandaté ce matin. Il a reçu nos signatures pour pouvoir agir en notre nom, tous les chefs de groupe d'Écolo, la coprésidence d'Écolo, pour justement, avec l'associatif qui soutient ce type de réflexion, avoir et agir finalement à tous les niveaux. On doit agir au niveau personnel, on doit agir au niveau collectif, on doit agir au niveau politique. Mais on se rend bien compte que malheureusement, les contraintes ne sont pas suffisantes. Et donc s'il faut passer aussi par la justice pour faire avancer les choses, on le fait. Ouais, et votre avocat, il va attaquer qui? L'État fédéral, les régions? C'est l'État fédéral et les régions. Ce sont les pouvoirs publics qui s'engagent et qui prennent normalement des engagements qui sont totalement insuffisants. De 2020, c'est-à-dire que vous ne croyez pas à la sincérité de l'accord qui a été conclu entre le fédéral et les régions, juste au moment où la conférence de Paris débutait? On a deux problèmes par rapport à ces engagements. D'abord, c'est qu'ils sont limités à 2020, alors que tous les autres pays vont beaucoup plus loin. D'autre part, ils sont clairement en deçà de ce qu'on attend d'un pays européen. Donc, il est indispensable de pouvoir jouer notre responsabilité et notre rôle. Ouais. On ne peut pas avoir un discours sur le climat en attendant que les autres agissent, on doit aussi agir à nos niveaux. Donc ça veut dire que cet accord conclu en Belgique sur 2020, vous n'y croyez pas? Moi, je veux y croire et mon objectif n'est pas de donner des bons points ou des mauvais points. Il faut simplement se donner tous les moyens de pouvoir y parvenir. Et s'il faut passer par la justice pour le faire, on le fait aussi. Ouais, je reviens un instant à la réunion de Paris, quand Laurent Fabius, encore lui, dit oui, effectivement, on n'a pas réussi à faire un accord contraignant, mais la pression internationale est forte et tous les États savent maintenant qu'ils sont sous l'œil de leur opinion publique et donc la contrainte va venir d'elle-même. Il a raison, il est doucement optimiste. C'est très optimiste. En même temps, est-ce qu'on pouvait faire mieux? Je pense que c'était très difficile. Rêver, vous savez, franchement, je pense qu'il est préférable de rêver que de s'endormir sans rêver ou de rester passif en étant simplement sur le côté et en dormant. Donc, il faut avoir des ambitions. Ce que Fabius dit, finalement, il dit, bon, on aurait pu avoir un accord beaucoup plus contraignant à l'échelle mondiale, mais ce n'était pas évident. Ici, on réussit quand même à avoir 198 pays qui prennent des engagements. Ces engagements, ils se font devant l'opinion publique et devant l'opinion finalement des autres États. Est-ce que l'opinion publique on sait déjà que ce ne sera pas suffisant. Au Canada, et est-ce qu'elle est suffisamment sensible qui produisent du pétrole, est effectivement une opinion publique aussi sensible que l'opinion publique européenne? On fait face, M. Grosfillet, à des lobbying qui sont énormes, à des intérêts financiers qui sont évidemment énormes. Et on voit bien comment est-ce que des scientifiques sont parfois même achetés par ces lobbies pour pouvoir produire des études qui vont à contresens de l'évidence, à savoir que notre action humaine a des conséquences sur le climat. Donc, c'est clair que ce n'est pas simple. Mais il faut continuer ces déterminations. Et chaque étape qui est prise et qui va dans le bon sens, il faut la saluer. Donc, même si, évidemment, on aurait préféré aller beaucoup plus loin, avoir des accords contraignants, avoir une Belgique qui est beaucoup plus ambitieuse, avoir des régions qui veulent en faire plus que les autres, avec tout l'intérêt économique que ça représente, avec tout l'intérêt sur la santé que ça représente, avec tout l'intérêt évidemment sur nos politiques et sur l'attractivité de nos régions. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais en même temps, chaque étape qui est prise, chaque volonté, chaque engagement qui est pris dans la bonne direction, il faut le saluer. Mais maintenant, il faut être derrière et continuer la pression. C'est la raison pour laquelle nous sommes présents. Et nous allons continuer avec notre action. Et s'il faut passer par la justice, comme on l'a fait ce matin, on le fera. Alors, fermer les commerces, les écoles, métros, lorsqu'il y a eu l'alerte de niveau 4 en région bruxelloise, vous êtes déjà exprimé là-dessus. Hein, vous avez déjà fait part de votre déception ou voire même de votre colère. Quand le Premier ministre Charles Michel dit, c'était dans le journal Le Soir de ce week-end, qu'il n'a jamais demandé qu'on ferme les commerces et que c'est une décision du Conseil régional de sécurité, donc les bourgmestres et la région bruxelloise, ça vous inspire quel commentaire? Je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de son rôle de Premier ministre. À un moment donné, c'est vrai qu'on souffre dans ce pays, dans ce genre de crise qui est extrêmement importante,
moi j'estime qu'il ne devrait y avoir qu'une seule personne qui annonce toutes les décisions, qui centralise toutes les décisions, quel que soit l'acteur qui les prend, les communautés, le fédéral, les communes. Donc c'est le fédéral qui aurait dû décider de tout. Mais en concertation avec tous les autres acteurs. Ouais. C'est vrai qu'on a assisté cette journée-là à une multitude de prises de parole. Le Premier ministre s'est exprimé, puis les ministres communautaires, puis la conférence des présidents, puis le ministre-président. Bon. C'est vrai que ça n'a pas été dans la bonne direction, ça donnait une image catastrophique. Mais que le Premier ministre joue aussi à c'est pas moi, c'est les autres, et à ce petit jeu-là, je pense que c'est pas à sa hauteur. Et si c'est effectivement la région bruxelloise et les bourgmestres qui ont pris cette décision. Qu'ils le règlent avec eux, qu'ils prennent des dispositions pour qu'on n'en arrive pas à ce type de situation, qu'ils concertent dans les meilleures conditions possibles. Maintenant, la polémique, elle est derrière nous et ça n'intéresse pas forcément les gens. Ce qui est essentiel, c'est qu'on soit capable, dans un pays comme la Belgique, à prendre les mesures qui conviennent, à le faire dans la meilleure concertation et la meilleure communication possible, ce qui n'a pas été le cas. Et à tirer les leçons de cette expérience-là. Parce que l'image de Bruxelles à l'étranger qu'on a donnée durant ces quelques jours est catastrophique. Mais ça veut dire qu'on doit reconcentrer du pouvoir, en tout cas la capacité de prendre des décisions au niveau du fédéral, alors que ça dépend des zones de police, des communes, des régions aujourd'hui. Je pense qu'il est logique, dans ce genre de moments qui sont des moments extrêmement intenses en termes de gravité, qu'il y ait un seul endroit qui communique. Cet endroit peut être, pour moi, le Premier ministre, ça ne me dérange pas. Du moment que la concertation a pu avoir lieu avec l'ensemble des acteurs qui sont concernés. Alors, les employés d'Acteris qui sont autorisés à porter le voile, est-ce que l'entreprise publique aurait dû faire appel ou pas ? Moi, je pense que le problème tel que je le vois par rapport à cette décision, c'est qu'elle ne touche finalement qu'une partie du public qu'on essaierait de viser. On dit des femmes qui porteraient le voile font état de leurs convictions confessionnelles, et donc c'est problématique. On ne s'occupe pas des hommes. Si les hommes portent une barbe, comment est-ce qu'on sait savoir si une barbe, elle est religieuse ou elle n'est pas religieuse ? Je trouve là qu'il y a une discrimination entre les femmes et les hommes qui est exactement l'inverse de ce que nous devrions demander en tant qu'acteurs laïcs, en tant qu'acteurs qui on devrait autoriser le voile ? Oui, je pense qu'en agissant par la justice, en agissant par des règlements, en voulant finalement éliminer le voile par des règles comme celle-là, je pense qu'on n'atteint pas du tout un objectif de défendre des valeurs qui sont les valeurs de la Belgique, qu'on doit défendre sur les questions de l'égalité, sur la question de la séparation de l'État et des religions. Est-ce qu'Ecolo n'est pas en train de s'isoler là-dessus ? Parce qu'on voit qu'il y a plusieurs partis politiques qui parlent maintenant même d'introduire la notion de laïcité dans la Constitution au niveau fédéral. Et il y a quand même une majorité de partis qui disent aujourd'hui, dans les services publics, ce serait mieux qu'il n'y ait pas de voile ou de port. Moi, je pense que de la plupart des partis politiques, il n'y a pas de voix unique. C'est-à-dire qu'il y a des expressions qui se font un peu dans tous les sens. J'ai un point de vue très réaliste par rapport à ces situations. Donc, moi, je ne considère pas que c'est une victoire quand, si nos administrations et si les gens ont d'abord envie de montrer en quoi ils sont différents par rapport à en quoi est-ce qu'on est commun par rapport aux autres. La position officielle d'Ecolo, c'est pas de voile dans les fonctions qui incarnent l'autorité de l'État. Oui, donc c'est la police, l'armée, un juge, un enseignant. Effectivement, parce que les juges, c'est le plus clair. Hein. C'est pas pour rien qu'on leur demande de mettre une espèce d'uniforme. C'est pour pouvoir justement représenter cette indépendance-là. Et pourquoi c'est pas possible pour un juge et un enseignant et que ça doit être possible pour quelqu'un qui accueille au guichet emploi Acteris ? Mais en quoi est-ce que ce serait dérangeant, très sincèrement, de manière très concrète, que ce soit le cas? En quoi est-ce que moi, ça me perturberait que quelqu'un soit croyant, musulman, chrétien, juif, orthodoxe, laïque, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est que le service soit rendu le plus correctement possible. C'est que ce soit les politiques d'emploi que nous menons soient les plus inclusives possibles et n'excluent pas une partie du public. Après ça, de constater qu'une partie de plus en plus importante de la population estime qu'ils doivent montrer absolument à l'extérieur leur religion ou leur origine, ça me perturbe. C'est vrai, je suis très sincère par rapport à ça. Je voudrais qu'on puisse davantage montrer sur quoi on peut partager, on est commun. Et donc, c'est vrai que certains communautarismes peuvent m'inquiéter. Mais en même temps, personnellement, de personne à personne, moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un soit croyant et se comporte de cette manière-là. Merci, Christos Doulkeridis, d'avoir Merci à vous pour toutes les interviews que vous avez faites. Je sais que vous êtes dans votre dernière semaine. Merci pour l'investissement que vous avez fait. C'est pas l'intervieweur qui va piéger. Non, mais cette fois-ci, va être piégé par l'interviewé. Je me permets juste de vous remercier d'avoir joué ce rôle-là avec beaucoup d'objectivité, de professionnalisme. Je pense que ça a fait du bien à notre chaîne régionale et je voulais en tout cas en profiter pour cette dernière invitation pour vous le dire. Merci beaucoup, Christos Doulkeridis. Et demain, c'est Rudy Vervoort qui sera mon invité dans l'interview demain. Merci.